Alors pour le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, nous aura maître Mbombi Mara. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, pour aller à l'essentiel de la défense du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, je m'en vais, Monsieur le Président, vous présenter succinctement mon plan. Il s'agit au préalable, Monsieur le Président, sur la base de l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2017, soulever la question de la prescription de l'action publique pour un certain nombre d'infractions qui sont reprochées à mon client. Évidemment, suite à cela, je tâcherai également de présenter au fond, en ce qui concerne ces infractions qui lui sont reprochées, en vous disant clairement, à travers des preuves juridiques, à travers le raisonnement juridique, que ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Et après cela, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous présenterai effectivement ce jour 28 septembre 2009 les actions menées, les actes posés par mon client. Naturellement, cela va découler sur les faits spécifiques concernant le colonel. Et après cela, Monsieur le Président, je vous présenterai sa personne même, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. C'est qui? Parce qu'il y a une étiquette qui lui a été collée. Et cela, vous le saurez en fin de compte, que ce n'est pas cette personne qui est assise ici qu'on est en train d'imaginer. Évidemment, comme toute chose, à la fin, c'est de remercier votre tribunal, des confrères de la défense, surtout également la partie civile, et aussi le parquet, mais aussi des personnes qui me sont chères, parce que si je suis ce que je suis ici, à cette audience, c'est bien des personnes qui ont œuvré. Ceci dit, Monsieur le Président, que votre tribunal a été saisi suivant l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi en date du 29 décembre 2017. Alors, dans cette ordonnance, il est reproché à mon client les chefs d'inculpation suivants. À la page 41.6, il est reproché des faits de complicité, de participation à la commission des infractions d'enlèvement, de torture, de séquestration des manifestants. En deuxième, bien entendu, c'est à la page 42.6, il s'agit bien des faits de coups et blessures volontaires, et à la page 43.11, vous avez des faits de non-assistance à personne en danger. L'ensemble de ces chefs d'inculpation sont prévus et punis aux articles 19, 303, 239, 297 et 298 du Code pénal. Je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il y a la prescription de l'action publique dans cette affaire pour les infractions de coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger. La raison est simple. Sur le fondement de l'article 3, alinéa 4 du Code de procédure pénale, et sur la base des articles 239 qui prévoient l'infraction coups et blessures volontaires, les articles 297 et 298 qui disposent l'infraction de non-assistance à personne en danger, vous conviendrez avec moi et l'ensemble des participants ici à cette audience, les professionnels, que ces deux infractions constituent des délits. Et
La définition d'un délit, l'article 2 du Code pénal est très clair. L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est appelée délit. Et les articles 239 et suivants, qui prévoient l'infraction cause et blessures volontaires. Monsieur le Président, je m'en fais faire lecture de cette disposition. L'article 239 dispose « Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement. » Alors, par rapport à l'échelle des peines, rapidement, pour vous ramener sur le raisonnement cohérent en ce qui concerne l'échelle des peines, le maximum de la peine en matière correctionnelle, c'est 5 ans. Monsieur le Président, les articles 297, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. L'article suivant, l'article 298, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces articles, ces dispositions condamnent le comportement de délit pas au-delà de 5 ans. Alors, lorsque vous revenez sur l'article 3 du Code de procédure pénale, j'ai dit tout à l'heure que je vais m'intéresser au 4e alinéa de cet article. Mais bien avant, l'article 3 dispose, en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. En matière de contravention, l'action publique se prescrit au bout d'1 an à compter du jour où la contravention a été commise. L'alinéa 4 qui m'intéresse. Si, durant les périodes indiquées, c'est-à-dire les périodes des 3 premiers alinéas, aux alinéas précédents, il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit, ou 1 an en matière de contravention à compter du dernier acte. À compter du dernier acte. Monsieur le Président, le dernier acte dans cette affaire, dans ce dossier, avant l'ouverture des audiences du 28 septembre 2022, c'est bien cette ordonnance de renvoi qui date du 29 décembre 2017. Le 29 décembre 2017, à l'ouverture d'audience, le 28 septembre 2022, il s'est écoulé 4 ans, 9 mois, sauf erreur de ma part, mais 4 ans, 9 mois. Alors, pour ces infractions citées, coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger, il y a bien prescription de l'action publique. Monsieur le Président, la notion de la prescription, je ne l'apprends à personne, elle est d'ordre public. Parce que les parties, si elles ne l'invoquent pas, le tribunal est tenu de la constater à travers son jugement. Et tout ce qui est d'ordre public revient de droit. Je le dis sous le contrôle de tout le monde. Ce qui est d'ordre public revient de droit. Alors,
Monsieur le Président, ce moyen de défense est imparable. Ça veut dire que le tribunal doit statuer sur ce moyen de défense. Alors, Monsieur le Président, la prescription de l'action publique, il ne faudrait pas que certains pensent que c'est pour échapper à une sanction quelconque. Non. Même si les faits ne sont pas constitués, on peut l'invoquer. Même si les faits sont constitués, on peut l'invoquer. Parce qu'elle est d'ordre public. Et je comprends très bien, lorsque le parquet a présenté ses réquisitions ici, en différé, nous avons compris que le parquet n'a touché d'un seul ni autant cette ordonnance de renvoi. Le parquet ne s'est pas intéressé à cette ordonnance. Le parquet nous a présenté de très belles réquisitions historiques et géographiques et quelque part même sentimentales et jurisprudentielles. Nous avons écouté. Mais nulle part dans leur réquisition, Monsieur le Président, ils n'ont fait état de la teneur de cette ordonnance pour discuter succinctement, point par point, infraction par infraction, contenue dans cette ordonnance. Or, c'est ce parquet qui vous a saisi, à travers cette ordonnance de renvoi qui a purgé toutes les unités pour être aujourd'hui en face de vous. Pourquoi? Parce que simplement, coûte que coûte, on veut sacrifier des personnes. Coûte que coûte, on veut un résultat. Coûte que coûte, on veut amener pour leur dernière vie en prison. C'est pas juste. C'est pas juste. Et donc, vous qui êtes le tribunal, vous avez une tâche, Monsieur le Président. Certes, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Parce que c'est vous qui allez trancher. Parce que nous sommes presque au 19e mois, si je m'abuse, 19e mois de procès. Ce dossier, vous le connaissez. Ce dossier, vous l'avez la maîtrise. Et tous les acteurs ici présents ont les idées à l'instant T sur ce dossier. Alors, Monsieur le Président, sur la base de cette ordonnance, il est reproché à mon client les faits de complicité de torture, les faits de complicité d'enlèvement de manifestants, les faits de complicité de séquestration des manifestants. Alors, je vais terminer par cette infraction. Mais pour revenir sur les infractions de coups et blessures volontaires, Monsieur le Président, je vais m'intéresser à cette infraction, Monsieur le Président, à cette ordonnance. Et je ne pourrais expliquer que cette infraction n'est pas constituée sans pour autant vous rappeler succinctement les faits ce jour 28 septembre 2009 qu'a posé mon client. Alors, sur la base de ces faits, Monsieur le Président, ce jour 28 septembre, un bon matin, colonel Abla Sherif Diaby avait une activité privée à Koya. Il s'est fait accompagner de 2 personnes, une dame et un monsieur, qui ne sont pas militaires, des simples civils. Et en partance, il a été appelé au niveau juste dans Koya déjà. Il n'était plus maintenant dans Conakry. Il a été appelé par colonel Oumar Sano, à l'époque, chef d'état-major des armées, lequel a demandé sa position. Le colonel répond. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a dit alors qu'il y a eu des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé d'ordonner l'envoi des ambulances sur les lieux. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital d'Onka, Dr Fatou Siki Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre.
à 300 mètres de parcours, elle m'a appelé pour me dire que les agents de la Croix-Rouge ont commencé à envoyer des blessés à l'hôpital. J'ai dit à M. Bangoura, celui avec qui il était dans la voiture, que je devais rebrousser chemin parce que je ne sais pas ce qui se passe. Voilà ce que le colonel répond. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, lorsqu'on a rebroussé chemin, j'ai déposé chacun d'eux à l'endroit où je les ai pris. Directement, je me suis rendu au camp Alpha Yaya, à l'époque, résidence du président, chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Kamara. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha Yaya, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital, puisqu'il y a beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires. De 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Parce que ce jour-là, il était seul. En sa qualité de ministre, c'est lui-même qui conduisait sa voiture pour aller à Koya, en présence de ces 2 personnes. Et puisqu'il en est ainsi, il a été rappelé d'urgence. Il était question pour lui, pour sa propre sécurité, puisque c'est un ministre d'État, de se faire accompagner de 2 agents de sécurité. Ce qui est de plein droit. Alors, arrivé à Donka, plus précisément au service des urgences, j'ai trouvé en place certaines personnes, dont un professeur Biro Diallo, professeur Namouri Keta, professeur Mohamed V Keita, professeur Karala Diakité, docteur Ilobasori Soari. À l'époque, ce dernier était médecin-chef des urgences. Docteur Sekou Kondé, ce dernier était directeur national des établissements hospitaliers, etc. Il s'est trouvé qu'il y avait déjà des produits pharmaceutiques en place envoyés par M. René Kodi, c'est un représentant de l'OMS en Guinée. La directrice de l'hôpital, donc Dr Fatou Siki Kamara, avait également réuni tous les produits pharmaceutiques qu'il faut en cas d'urgence. Vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Abdourahmane Diallo, qui réside à Nongo, t'a dit détenez les clés. Alors, il fallait alors aller chercher ces clés en compagnie de Sekou Kondé, dans ma voiture, pilotée par moi-même. Nous nous sommes rendus chez le docteur Abdourahmane Diallo pour récupérer avec lui ses clés. Au retour de Nongo, t'as dit, j'ai préféré passer par le camp Alpha Yaya pour non seulement trouver un chauffeur pour mes compagnons, mais aussi pour avoir le temps de rendre compte au président des événements qui se sont déroulés. Lorsque j'ai pris contact avec le président Dadis pour lui expliquer les faits, il m'a dit qu'il est déjà au courant de ce qui se passe. Il m'a instruit de prendre contact avec mes services techniques pour la prise en charge totale de tous les blessés, depuis les soins jusqu'à l'alimentation. Arrivé au département, il a fait le retour de la santé. J'ai fait appel au personnel médical afin de faire l'évaluation des besoins. Aussitôt, j'ai mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé, Dr Aboubakar Sidik Diakité. Je vous précise que les besoins s'élevaient à plus d'1 milliard. 400 millions de francs guinéens. Du ministère
je me suis rendu à la présidence avec ce défi. À cette occasion, le président de la République a instruit au ministre des Finances de faire le nécessaire. Dans la matinée du 29 septembre, le lendemain 2009, je me suis rendu à l'hôpital Donka pour m'enquérir de l'état des blessés et installer le comité de crise. De l'hôpital Donka, je me suis rendu à la présidence pour rendre compte et demander humblement au président de venir visiter les malades. Le 30 septembre, le surlendemain 2009, Monsieur le Président Dadis s'est rendu à l'hôpital Donka pour saluer les malades. Les 1 milliard et quelques ont été effectivement décaissés, mis à la disposition du comité de crise pour l'achat des médicaments, 100 lits d'hôpitaux, 100 matelas et 200 draps de lit. Le reste a été, suivant une convention, mis à la disposition de l'ONG Terre des Hommes pour Terre des Hommes. Parmi les blessés, l'un d'eux avait une fracture crânienne. J'ai débloqué 30 000 € pour l'évacuer au Maroc, en compagnie de Dr Kezeli Beavogui. Les autres ont été suivis jusqu'à guérison totale et sortis à l'hôpital. C'est tout ce que je connais. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, voilà le parcours ce jour, 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009, de colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Succinctement, à entendre la narration de ces faits, colonel Chérif est venu à Donka 3 fois. La première fois, c'est ce jour-là, 28 septembre, après qu'il ait quitté le camp pour rencontrer Monsieur le Président. Et à son arrivée, il a trouvé des personnalités du ministère de la Santé. Et ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires à lui. C'est des personnes qui lui ont inculqué des connaissances. Ce sont ses professeurs, ses enseignants. Et en pleine journée, comment, face à un tel drame, que Monsieur le ministre, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, puisse se permettre de proférer des injures, de porter des coups sur des personnes qui sont déjà couchées par terre, malades. Et en présence de qui? En présence de ses professeurs. Professeur Namori Baldé, Namori Keta est passé ici, Monsieur le Président. Nulle part dans sa narration des faits, il n'a fait état qu'un seul instant que le colonel Chérif a porté des coups. Ce monsieur, c'est des références de ce pays, ou une des références de ce pays. Il ne peut pas accuser le colonel, il ne peut pas aussi refuser de dire ce qu'il a fait. Alors, mais si on veut coûte que coûte mettre la main sur une personne, on passe par tous les moyens illégaux. Son deuxième passage à Donka, c'était là où il est passé et puis tout de suite il a continué pour rencontrer son équipe au département pour mettre automatiquement en place un devis pouvant amener Monsieur le chef de l'État à l'époque de prendre une décision d'ordonner la sortie de ces fonds pour s'occuper de ces malades. C'est une action salutaire. C'est une action salutaire. Et lui seul, le même jour, Monsieur le Président, il est parti rencontrer Monsieur le Président Dadis. Ce dernier aussi était prêt sur ses pieds. Il a donné l'ordre au ministre des Finances de débloquer un montant important pouvant soulager les blessés. C'est un médecin, c'est vrai. Mais en ce moment précis, il était ministre d'État. C'est ministre d'État. Son troisième passage
à Donka, Monsieur le Président, c'est en compagnie de ces deux hautes personnalités de l'État, des deux États d'ailleurs. Le président Dadis, et tout le monde l'a vu le jour-là, à la télé, en compagnie de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le ministre était à ses côtés. Mais à quel moment donc, colonel Chérif a blessé? À quel moment il a porté des coups? À quel moment? Le parquet ne vous a pas précisé cela. Mieux, Monsieur le Président, vous avez pris soin, vous avez pris la prudence, vous avez pris la patience totale d'entendre tout le monde, toutes les parties civiques qui sont passées ici, une à une. Quelqu'un n'est pas venu ici vous présenter en face pour dire « Colonel Chérif m'a boxé ce jour-là ». Qui était présent? Voilà la personne qui était présente ce jour-là. Voilà une autre personne qui était présente ce jour-là. Colonel Chérif m'a porté des coups. Et ces mêmes partis civils, personne n'a exhibé un certificat médico-légal justifiant que c'est suite aux coups et des blessures administrées par le colonel à son encontre qu'il a eu cette incapacité. Personne. Personne. Les témoins sont venus. Monsieur le Président, encore une fois de plus, on avait affaire à deux catégories de témoins. Il y avait un groupe qui sont venus déposer de manière honnête, de manière sincère, parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont entendu avec des preuves d'autres témoins à l'appui dans cette salle. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais attaquer en ce qui concerne ces infractions précises. Mais un autre groupe, c'est ceux-là qui étaient venus ici simplement, Monsieur le Président, pour une promenade de santé. Quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a fui, qui vous dit « j'ai appris, je suis un journaliste », il est allé jusqu'à même prêcher le faux dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il voulait chercher? Simplement, c'était pour apparaître simplement à la petite télévision. C'était une promenade de santé. Il n'a rien donné. Il nous a fait plutôt perdre le temps. Il sait, la personne qui est en train de parler, là où il se trouve, dans son bureau, il m'entend, il m'écoute et il sait, c'est de lui que je parle. Alors, pourquoi donc on reproche, colonel, des faits de coups et blessures volontaires, en dépit des actions qu'il a menées, en dépit de ces actes qu'il a posés? Docteur Fatoussi qui est passé, Monsieur le Président, ici, c'est une dame que je respecte. Elle est respectueuse, elle est respectable. Mais nulle part, dans sa conscience, n'a présenté ici un élément constituant des reproches quelconques à l'encontre du colonel. Parce que c'est elle qui était directrice nationale dans ton cas. Quand même, elle recevait tout le monde. Pour vous dire que cette infraction n'est pas constituée, Monsieur le Président, de manière classique, chaque infraction, pour sa constitution, il faut l'emploi, il faut la constitution des éléments. Il faut que ces éléments soient réunis. Au sens de l'article 239, Monsieur le Président, vous avez 3 éléments. Le premier élément, c'est le test lui-même, l'élément légal. On ne discute pas là-dessus. Le second élément, c'est l'élément matériel. Mais cet élément matériel renferme des petites conditions sans lesquelles l'on ne saurait indexer quelqu'un pour coups et blessures volontaires. Il faut d'abord le premier élément ou sous-élément de cet élément matériel, il faut un acte de violence physique infligé à une victime. Un acte de violence physique
Cet acte, c'est au sens large. Ça peut être une arme blanche. Ça peut être une partie, n'est-ce pas, des membres de la personne. C'est-à-dire les mains, les pieds, la tête. Il faut un acte de violence physique. Le législateur a été très clair. Un acte de violence physique. Qui a présenté cet acte ici? Ou qui a présenté un des actes? Que c'est à partir de cet acte-là que le colonel s'est jeté sur ma personne, m'a boxé, m'a piétiné, m'a giflé, m'a blessé. Nous avons duré ici. J'ai décidé d'assurer la défense du colonel. Et c'est pourquoi, au prix de mon temps, j'étais dans cette salle d'audience depuis le début, 28 septembre 2022, jusqu'à date à laquelle ils sont de présenter les plaidoiries. Je suis présent. J'écoute, je parle peu. Parce que si ce n'est pas important, je ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas nécessaire, je ne prends pas la parole. C'est lorsque, véritablement, c'est nécessaire, je demande la parole respectueusement à Monsieur le Président. Et vous m'accordez ce droit. Je vous en félicite et je vous remercie d'avance. Le deuxième élément, Monsieur le Président, c'est une atteinte à l'intégrité de la personne. On peut posséder un acte de violence physique, mais si on ne l'utilise pas, voilà pourquoi le législateur a prévu ces deux sous-éléments pour asseoir la conviction du juge. Le premier élément, c'est cet acte qui n'est pas défini. Le second élément, c'est le fait que vous infligiez un coup à l'intégrité, vous atteignez l'intégrité physique de la personne. On sait, Monsieur le Président, que l'infraction coups et blessures volontaires, c'est une infraction matérielle. Dans la classification des infractions, selon le mode détaillé, la classification détaillée des infractions, l'infraction coups et blessures volontaires est une infraction d'ordre matériel. Il faut un acte concret, sans lequel elle ne peut pas être constituée. Ça devient impossible. Deux impossibilités, donc. À supposer un seul instant que le colonel avait les intentions ce jour, mais il s'est buté à un obstacle d'ordre matériel et moral même, en présence de ses professeurs, en plein jour, devant ce beau monde, son éducation ne lui permet pas de faire ça. Il ne pouvait pas le faire. C'est parce qu'on ne connaît pas ce monsieur-là. On ne connaît pas ce monsieur. Colonel Diaby n'eût été sa formation militaire. Physiquement, quand vous le voyez, moralement, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui ne peut même pas casser un œuf. C'est un homme respectueux, respectable. Il n'est pas tombé du ciel pour arriver jusque-là. Il a fait un parcours. Il a aussi des enfants. Il a formé. Il a aidé. Il a accompagné. Lorsque je vais vous présenter, Monsieur le Président, le parcours de cet homme, vous allez vous rendre compte qu'on est simplement tenté de vous jeter la poudre aux yeux. N'acceptez pas, Monsieur le Président. Au point de demander la perpétuité de cet homme, c'est injuste. C'est injuste. C'est trop injuste. Le deuxième élément, ou le troisième, je veux dire, après l'élément matériel avec ses sous-éléments, mais c'est l'intention. C'est l'intention. La volonté d'agresser, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'intention. Mais on agresse qui? On agresse son prochain. Mais, alors, ce jour-là, 28 septembre, c'est pas la nuit. C'est pas la nuit. En plein jour. Le fait pour le colonel
de prendre sa responsabilité sous ce temps-là, avec l'insécurité qui battait son plein, en sa qualité de ministre d'État, derrière son volant, pour effectuer ses déplacements, on ne peut pas le remercier comme ça. Pour effectuer ce déplacement, on ne peut pas le remercier comme ça. Les gens sont allés loin à dire même qu'il est venu avec un groupe d'armées. Mais, Monsieur le Président, l'ordonnance, puisque c'est l'ordonnance qui vous saisit, et c'est sur la base de cette ordonnance que vous allez trancher. L'ordonnance a été claire, le pôle des juges. Voilà ce que le pôle des juges dit. Je suis à la page 42.6. Abdoulaye Chérif Diaby, d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures, ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage des membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Sur les personnes des manifestants. Tout au long de ce débat, ou de ces débats, depuis l'ouverture de ce procès, jusqu'à la clôture des débats, Monsieur le Président, que vous avez décidé d'ordonner les plaidoiries et les réquisitions dans cette affaire, personne n'est passé ici dire que le colonel était au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. C'est constant. Nous sommes d'accord là-dessus. Et alors, si le pôle des juges dit sur les personnes des manifestants, ces manifestants se trouvaient où? C'est bien dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Et puisque c'est dans le stade du 28 septembre, ce jour 28 septembre 2009, le colonel était en partance à Koya. Comment, Monsieur le Président, on peut être à la fenêtre et se voir passer dans la rue? C'est pratiquement impossible. Le colonel n'était pas au stade. Il n'était pas au stade, il n'était pas aux alentours du stade. Ce qui fait que votre composition, Monsieur le Président, lorsque vous serez dans votre secret, interrogez-vous bien, est-ce que le 28 septembre 2009, pendant ces agressions sur les manifestants au stade du 28 septembre, est-ce que le colonel Diaby était présent? C'est la seule question que vous allez répondre. La réponse c'est non. Et dès lors que c'est non, les causes et blessures ne peuvent pas être produites à l'instant T, en temps réel, au 28 septembre 2009, pendant que ce dernier était en partance à Koya. Il n'y a pas deux colonels Diaby le même jour, en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque je vois de l'autre côté prendre des procès-verbaux des uns et des autres, les lire ici, mais on dirait une restitution. Mais ce n'est pas une parole d'évangile là. Vous auriez dû vous interroger au moins. Est-ce que ce jour J, ce lundi 28 septembre, le colonel était au stade avant de prendre un procès verbal d'une partie civile pour le lire ici publiquement? Il n'y a pas d'infraction, Monsieur le Président. À son encontre, cause et blessures volontaires, cela suppose que l'auteur est en face de la prochaine victime. Parce que c'est un problème de distance. Le pénal, c'est aussi ça. Le législateur ne va pas vous dire tout. Il vous donne. Mais c'est à vous de regarder à l'intérieur, de sortir et de mettre à la disposition des professionnels et du public pour décider. Vous ne pouvez pas être à la maison et porter des coups à une personne qui est
à Donka ou à Madina, c'est pratiquement impossible. L'ensemble de ces procès-verbaux, mais qui les a étudiés? Mais c'est bien le pouls des juges. Mais est-ce que dans cette ordonnance, il a été fait état dans des procès-verbaux de quelqu'un d'une des parties civiques quelconque, qui véritablement, avec précision à l'appui, que telle personne à telle heure, à tel endroit du stade 28 septembre, colonel Gabi a porté des coups sur X, sur Y, sur Z. Il n'y a rien. Sur les personnes des manifestants, le pool a été très clair. Le pool n'a pas dit sur des personnes des blessés à Donka. Je mets au défi quiconque, les deux camps en face de moi, de m'apporter la preuve contraire que colonel Gabi ce jour J était au stade 28 septembre et dans l'ordonnance, il ressort clairement que ces coups ont été perpétrés par lui à l'encontre de X ou Z. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bien. Donc, cette infraction, Monsieur le Président, ni la volonté ne peut être constituée, ni les actes matériels ne peuvent être constitués en tant qu'élément matériel de cette infraction à l'encontre du colonel Gabi. Et nul ne peut être condamné pour des motifs dont il n'est pas auteur. C'est un principe sacro-saint en droit pénal. Nous sommes tous liés par ces tests. Personne ne peut être condamné si vous n'avez pas commis un acte et que ça soit prouvé à travers des actes matériels concrets. On ne peut pas être condamné si vous n'êtes pas coupable. Colonel, Monsieur le Président, pour cette infraction, est loin d'être responsable. Ils ont dit, certains ont défilé ici, non, il nous a insultés, il a injurié. Parcourez l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, parce que moi je tiens à ça. C'est le credo de la défense. Vous ne pouvez pas inventer. Consultez cette ordonnance s'il est poursuivi pour des cas d'injure publique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est autant vous dire, Monsieur le Président, que le fait par le pouls des juges de maintenir cette infraction, coups et blessures volontaires, à l'endroit de mon client, le pouls des juges est complètement passé à côté de la plaque. Et par conséquent, cette ordonnance, en face de vous, vous que je connais, Monsieur le Président, je vous connais bien. Ce n'est pas la première fois que je vous pratique. Vos assesseurs aussi, je les respecte. Cette infraction n'est pas constituée à son encontre. Outre le premier moyen de défense en ce qui concerne la prescription de cette infraction, en tant que tel, pour sa constitution, il faudrait la constitution de ces trois éléments. Si un des éléments fait défaut, il n'y a pas d'infraction. C'est des éléments cumulatifs. Ce n'est pas séparé. S'il n'y avait pas cette infraction qui était prévue par le test de loi, on n'allait pas parler de cela. Ça, c'est l'élément légal. Il existe l'élément légal qui est l'article 239. Mais si l'auteur n'a pas posé d'acte concret pouvant toucher l'intégrité physique d'une victime, l'élément légal, l'élément matériel aussi saute. S'il n'y a pas l'élément moral,
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez coûte que coûte envoyer ce monsieur pour ses derniers jours en prison. Il en a déjà subi trop. Une journée en prison de manière injuste, c'est trop. Même une heure. Ils ont jeté tous les discrédits sur mon client. Toutes les étiquettes. Il a été traité tous les noms d'oiseaux. Mais de grâce, revenez à votre raison quand même. Interrogez-vous. Est-ce que cette infraction est constituée? Est-ce que le colonel était au stade du 28 septembre? Parce que tout part de là. C'est que le législateur ne vous a pas dit et qui doit intéresser le tribunal, la commission de cette infraction suppose nécessairement la présence physique de l'auteur. Sa présence sur les lieux. On ne peut pas inventer. On ne peut pas se lever le matin, faire la toilette et venir dans une salle d'audience et dire oui, à travers ce procès verbal, ce monsieur-là est coupable. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas normal. Alors, et donc, sur ce point, Monsieur le Président, c'est certain, je suis convaincu que votre tribunal va écarter d'un revers de main cette infraction parce que ce n'est pas constitué à l'encontre du colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Alors, outre cette infraction cause des blessures volontaires, qui déjà, le primitif étant fidèle depuis le début jusqu'à maintenant, je suis convaincu qu'elle n'est pas constituée. Parce que vous dites tous les jours, vous rappelez tous les témoins. Le témoin, vous nous rappelez les obligations qu'il a. C'est l'obligation de déposer et de manière sincère et honnête. Et vous lui dites, le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Voir et entendre font deux. J'ai vu parce que j'ai vécu. J'ai entendu parce que je peux ne pas être présent. On peut me siffler au dehors, cette information. Oui, j'ai entendu. Mais qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui vous a dit que le colonel Chérif a porté des coups sur les blessés qui étaient par terre à Donka? Qui a dit? Amenez cette personne, présentez-la, l'intéressé confirme. Un est parti même jusqu'à dire, non, un ministre est venu. On lui a dit, c'est quel ministre? J'ai posé la question ici. Quand vous dites un ministre, c'est qui? Il dit, c'est le colonel Chérif. Toute la République de Guinée, c'est le colonel Chérif seulement qui est ministre. Un ministre est venu avec l'armée. De grâce, ça a été acquis au débat. Ce grand monsieur, il était naturellement, il est militaire, mais il était un officier sans grade, sans troupe, je vais dire. Officier sans troupe. C'est très important. C'est un officier sans troupe. Il ne donne pas les ordres. Il n'a pas une équipe. Il n'a pas un bataillon. Il n'a pas un régiment. Il n'a pas un groupe. Mais il a droit à la garde rapprochée. Parce que c'est un ministre d'État. Ses fonctions sont politiques à l'époque. Et lorsque vous allez être nommé par là, chacun de nous ici, vous êtes ministre, votre mode de vie change. Parce que votre sécurité en dépend. Vous avez droit à être gardé. C'est un officier sans troupe. La conséquence, tout le monde sait. Il ne donne pas d'ordre. Pour dire non, votre subordonné est allé perpétrer des massacres et on vous prend comme responsable. Non. Et comprenez par là, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, que les réquisitions présentées à travers les démonstrations jurisprudentielles ne concernent pas colonel. Ne concernent pas colonel.
On n'a qu'à faire ça des archives pour dispenser ces cours-là de l'autre côté, dans les amphithéâtres. Mais ça ne concerne pas colonel. Et donc, vous proposez la perpétuité de cet homme, c'est un excès. C'est un excès. La défense ne peut pas accepter cela. C'est un excès. Alors, dans cette même ordonnance, mon client est reproché des faits de non-assistance à personne en danger. Ah non, ça a créé, ça a discuté, ça a été commenté sur tous les toits, par-ci, par-là. Non, il n'a pas assisté. Non, il s'est abstenu. Non, il a refusé. Mais attendez, un peu de recul quand même. Est-ce que vous avez lu le test? Les dispositions des articles 297 et 298. Lisez ça. Lisez. Non, colonel a refusé, s'est abstenu. Non, colonel a empêché. Non, colonel n'a pas porté assistance. Mais vous allez voir tout à l'heure, par rapport à l'ordonnance elle-même, que colonel Diaby, au minimum, même s'il ne pouvait pas bénéficier d'un satisfecit, mais c'est de lui dire merci, c'était tout court. Alors, à la page 43.11 de la même ordonnance qui date de 29 décembre 2017, il est reproché à mon client, ce qui suit, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, tout en vous remerciant de votre patience que vous observez tous les jours. Il a dit ceci. Abdoulaye Cherif Diaby, d'avoir à Conakry, c'est le pour qui dit, hein, d'avoir à Conakry, le 28 septembre 2009, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription, 2 points. Volontairement entraver l'arrivée de secours. L'arrivée de secours destinée à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Je reprends. D'avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destiné à être échappé, à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Nous allons être d'accord que lorsque le pool des juges dit ceci, que cela suppose que le colonel était posté au stade. Il était posté là. C'est ce que ça veut dire. Volontairement entraver l'arrivée. Mais à quel moment on entrave l'arrivée de quelqu'un? C'est lorsqu'on est présent. Lorsqu'on est présent, je vous empêche de passer. Mais il a entravé qui? Selon le pool, qu'il a entravé l'arrivée des secours. Monsieur le Président, comprenez très bien que ces secours-là, ce sont les ONG Croix-Rouge, n'est-ce pas, Croix, etc., les Terres des Hommes, ceux qui venaient de manière philanthropique pour assister les blessés au stade 28 septembre. Que le colonel, à l'instant T égale à 0, était là posté, qu'il a empêché, il a entravé l'arrivée de ces personnes. Mais le colonel n'était pas là. Et l'ordonnance précise, le 28 septembre 2009, pendant la commission de ces infractions-là, que le colonel, après que ça a été commise, l'arrivée des secouristes, il les a empêchés. Bon Dieu, bon sang. On est où? Le colonel n'était pas là. Docteur Cherif n'était pas présent au stade du 28 septembre. Soyons d'accord. Même si on n'aime pas quelqu'un physiquement, mais reconnaît-lui au minimum ses petits droits. Oui, parce que personne ne peut être aimé à 100%.
Même info. Mais comment se fait-il que le colonel soit dans ces mouvements pour Koya et qu'au même moment, il a été appelé par le général, à l'époque, le chef d'état-major général des armées, colonel Oumar Sano, pour lui dire, revenez, monsieur le ministre, ça ne va pas au stade. C'est comme si, en ce moment précis encore, le colonel se trouvait encore au stade, du 28 septembre. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'ordonnance est très claire. D'entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Colonel qui a tourné sa voiture pour répondre à l'appel d'urgence, qui allait déposer, qui a écouté son déplacement pour aller s'intéresser, pour aller vivre l'événement, pour aller assister, pour prendre les dispositions en sa qualité de ministre d'État de la Santé. Comment ce dernier peut être qualifié d'auteur de cette infraction au même moment qu'il est en train de se déplacer, de faire des va-et-vient entre la présidence de la République, le QG, le ministère de la Santé, donc et on dit qu'il était au stade en train d'empêcher l'arrivée des secours. C'est injuste. C'est une violation à ses propres droits. C'est injuste. C'est une accusation à tort et à travers. Comment vous voulez une personne, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, met les moyens, mais pour tous les actes de nature à assister des personnes qui souffrent. Et on traite ce dernier qu'il est l'auteur de cette infraction. C'est pas bien. Deuxième paragraphe. De s'être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Je reprends. Volontairement abstenus d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Vous savez, quand vous écrivez, réfléchissez ce que vous écrivez. Lisez, relisez encore. Est-ce que le contexte là est normal? Est-ce que chaque mot a sa place? Est-ce que la personne que vous décrivez, est-ce que l'intéressé à l'instant T mérite d'être là? C'est ce qu'il faut savoir. Mais lorsqu'on dit que le colonel, de manière volontaire, s'est abstenu d'empêcher par son action, sans risque pour lui et pour les tiers, de commettre, il a empêché de commettre des crimes au stade du 28 septembre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais de quelle abstention s'agit-il? C'est pas ça. Parce qu'il n'était pas présent. Colonel Chérif, il faut le répéter parce que je ne cesserai de le dire. Il n'a jamais été au stade du 28 septembre, que cela soit très clair. Pour les uns, pour les autres, et même pour les tiers au dehors. Que ça soit très clair, il n'a pas été au stade du 28 septembre, il n'a pas été au stade du 28 septembre, ni dans les environs. Au point qu'on lui reproche de cette infraction, qu'il s'est abstenu volontairement. Mais on s'abstient de quelque chose de manière volontaire lorsqu'on est présent à cette chose, lorsque la personne est présente à cette chose. Comment quelqu'un peut être couché à la maison ce jour, le 28 septembre, un citoyen qui était à Bambeto, un citoyen qui était à Lambaye, qui était couché dans son salon, qu'on puisse lui reprocher
d'être au stade du 28 septembre ce jour-là. Non, rien, c'est possible. Le colonel n'a jamais été au stade. Même dans le parcours que j'ai décrit ici, dans sa narration des faits. La route de Koya, directement au QG à la présidence. De là-bas, c'est Donka. De Donka, ministère. Du département, il est revenu à la présidence. À la présidence, c'est le surlendemain, le 30 septembre 2009, qu'il est venu en compagnie de monsieur le chef de l'État, ghanéen, président d'Addis, plus le chef de l'État de Burkina Faso à l'époque, Blaise Compaoré. Mais tout le monde a vu ça à la télé. Lorsque monsieur le président d'Addis passait saluer les malades. Mais on va fabriquer quoi?